Fabrice Devanlay, chez Ford, vous avez la pression, comme tous les constructeurs automobiles, des pollutions de vos immatriculations, quoi. Hein. Oui, alors c'est le lot commun de toutes les marques automobiles aujourd'hui, de devoir respecter la feuille de route réglementaire et communautaire européenne, et également de tenir compte de la fiscalité locale, la conjugaison des deux étant assez peu compatible avec l'agenda industriel de développement des produits. Donc ça nous oblige à de gros efforts, à travailler d'arrache-pied pour avoir des véhicules toujours plus sobres, toujours plus vertueux d'un point de vue émission, d'aller de plus en plus vers l'électrification, mais de ne pas oublier qu'au final, il doit y avoir un client qui achète ces voitures-là. Et ce client qui le finance, eh ben, il a des contraintes financières, il a des contraintes de ravitaillement, il a des contraintes d'usage. Et si on ne lui trouve pas la bonne solution adapté à ses besoins et à ses contraintes, eh ben, il ne vient pas acheter les véhicules chez nous. Ce n'est pas simplement essence ou diesel. Aujourd'hui, c'est essence, diesel, GPL, GNV, biocarburant, hybride rechargeable, totalement hybride. Les gens ne savent pas trop. Les gens sont, on va dire, perdus. Et donc, nous, on a saisi cette opportunité avec un produit qui était en fin de vie. Le Kuga arrive en fin de vie, hein, il a 7 ans. Sauf qu'on avait la capacité d'être réactif tout de suite, avec une offre qui permettait d'avoir un Kuga qui est un SUV qui répond à la demande des clients et qui soit flexi-fuel, donc compatible biocarburant. On a proposé ce véhicule-là et cette motorisation-là en février. Les ventes sont reparties tout de suite. Et je vais vous donner juste un chiffre. Avant la conférence de presse où on a annoncé le Kuga E85, on vendait 90% de nos Kuga en diesel. La semaine qui a suivi la conférence de presse, on a migré et on a changé le mix, puisqu'on est passé à 85% de Kuga flexi-fuel. Jean-Claude Giraud, vous, c'est le gaz naturel. Il y a des constructeurs qui proposent des offres en gaz naturel. Le carburant est moins cher. Il n'y a pas beaucoup de pompes pour les particuliers. Néanmoins, on est bien dans les carburants pouvoir d'achat. Oui, on se développe surtout dans les véhicules lourds, pour l'instant. Bien sûr. Hein. Il faut dire que le gaz existe en France depuis très longtemps, d'abord sur les bennes ordures ménagères, sur les bus. Il y a des villes qui sont équipées à 80% de bus gaz, comme Bordeaux, Nancy, Paris, qui s'équipent des véhicules gaz. Saint-Maurice, j'habite là-bas. Voilà, très bien. Tout le parc de bus est au GNV. Parfait. Ouais. Tu as raison d'habiter là-bas. Presque tout. Donc, le transport marchandises connaît un accroissement considérable de camions en gaz, qu'ils soient compressés ou liquéfiés, parce que aujourd'hui, pour les camions lourds ou les autocars, c'est la seule énergie actuellement disponible, puisque pour ces véhicules lourds, les véhicules électriques, c'est pour l'instant pas possible. Les carburants alternatifs, en général, si on regarde sur les 20 dernières années, c'est beaucoup de stop and go. C'est je t'aime plus, je t'aime plus. Donc là, on est dans une période où l'électricité étant le véhicule électrique est plutôt en pointe. Le gaz revient aussi, le GNV sur les véhicules lourds revient aussi en pointe. Nous, on est un petit peu à la traîne, mais on voit que le contexte a beaucoup changé par rapport à la motorisation diesel, qui était largement le leader il y a 5 ans. Tout à fait. Et qui est revenu, qui s'est affaibli. Et donc, ça laisse clairement une place pour les carburants alternatifs comme le GPL. Alors, un constructeur, Renault, Dacia, s'est effectivement positionné sur le GPL, mais ça fait 15 ans qu'ils sont positionnés sur le GPL. Là, ils le voient clairement comme une alternative au diesel, compenser en partie les pertes de vente qu'ils ont sur le diesel, parce que le bilan CO2 d'un véhicule GPL, c'est un petit peu mieux qu'un véhicule diesel. Et dans leurs objectifs européens, avoir un mix, dans leur mix produit, un peu de GPL, ça doit aussi les aider à atteindre leurs objectifs. Je voudrais qu'on aborde le sujet du bioéthanol avec vous, messieurs. C'est pas nouveau, le bioéthanol est là depuis 2007 en France. Les équipements comme les nôtres, ça fait plus de 10 ans qu'on les pratique aussi, mais il n'y avait pas de reconnaissance, on n'avait finalement pas de métier avant décembre 2017. Il a fallu avoir une réglementation qui encadre bien les choses, qui donne confiance aux consommateurs, qui permette que le produit devienne abordable et que aussi finalement les réseaux, le consommateur puisse avoir confiance en ce produit. Donc la réglementation, c'est depuis décembre 2017. Depuis décembre 2017. Pour vendre, pour commercialiser des kits et pour les poser, exactement, il faut respecter une homologation, donc un cahier des charges. Ça encadre bien l'installation avec une habilitation qui doit être donnée du fabricant aux installateurs. Ça encadre la reconnaissance du système via des essais à l'UTAC et donc
on a une reconnaissance de la technologie, ce qui évite aussi la vente des boîtes vides, comme on pouvait le connaître auparavant. Oui. Et puis, on a aussi la reconnaissance sur la carte grise, évidemment, c'est-à-dire que le véhicule devient officiellement flex-fuel. Et donc, on a aussi des avantages fiscaux, comme l'exonération de la carte grise lors du changement de propriétaire et des choses comme ça. Donc, bien sûr, le consommateur a été incité et on a confiance à présent au produit. La vente des boîtiers incite aussi la création de stations, puisqu'évidemment maintenant on a une station éthanol qui ouvre par jour. Pour pouvoir installer un boîtier, il faut que le garagiste ou en tout cas le MRA soit formé. Donc on a des centres de formation permettant de former le personnel à l'installation. On leur donne ensuite un numéro d'agrément, donc c'est vraiment un numéro d'habilitation, donc c'est vraiment très encadré. Ce sont que des professionnels ayant subi une formation à l'installation et au réglage des boîtiers qui permettent d'éviter tout problème des désagréments au niveau du moteur. Il n'y aura pas que des véhicules 100% électriques, contrairement à ce que certains peuvent nous dire, et que lorsque nous aurons suffisamment de stations qui se seront développées pour le transport en commun ou les transports de marchandises, il y a un gros pétrolier, enfin qui est connu comme tel, je vais citer Total, Oui. qui est connu comme un gros pétrolier, qui veut beaucoup développer le gaz, D'accord. et qui veut développer des stations gaz dans ces stations à essence traditionnelle, je dirais. D'accord. Donc quand tout ça, ça sera développé, Bon. je pense que les constructeurs voitures qui ne voulaient plus de gaz reviendront aussi au gaz et qu'en France, on deviendra un peu comme en Italie, en Allemagne, nous aurons des véhicules légers qui rouleront au gaz. Ces solutions techniques peuvent représenter une petite part de marché à terme dans le parc automobile, mais on s'aperçoit, et ça a été l'un des leviers du succès du diesel, c'est que quand le coût à l'usage au kilomètre est très faible, on a tendance à plus rouler avec son véhicule. Donc, ces solutions techniques peuvent aussi s'adresser à des gros rouleurs ou des rouleurs moyens. Et à ce moment-là, ce sont des gens qui consomment du pneumatique, du freinage, des produits de suspension et autres, et qui peuvent redonner, en théorie, un petit plus à la filière après-vente.